Bonsoir à tous. Alors, c'est pas ma première dans cette salle vénérable là. Ça fait quelque temps que je viens à Saint-Émilion. En plus, là, depuis 4 semaines, je ne vois pas le jour parce que je n'ai pas passé un week-end chez moi. Il y a des énormes sollicitations en ce moment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens sont post-Covid, on a envie de voir du monde, d'échanger avec nos étudiants. Mardi dernier, je faisais cours à mes étudiants d'AgroParisTech, ceux que vous avez vus à la télé, là, vous savez, qui se sont... Alors, je leur ai dit que sur le fond, je suis d'accord avec eux, mais la forme, ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, quand ils concluent, ils ont des neurones particuliers, ils sont bons, parce que le concours d'AgroParisTech est vraiment difficile. C'est la meilleure école d'agronomie au monde, je pense. Hein. C'était Paris-Grignon à l'époque. Et alors, quand ils concluent en disant on va élever des moutons, d'abord, je leur dis mes élèves du CFA de la Réole sont meilleurs qu'eux pour élever des moutons. Hein, pas besoin d'avoir les neurones de ces gens-là pour faire ça. Et surtout, utilisez vos neurones pour changer le système de l'intérieur. Allez-y, changez tout ça. Ils sont bons. Et puis, hier, j'étais chez Pocheco. Vous irez voir sur Internet. C'est l'entreprise la plus vertueuse de France. Hein. On a fait un classement des entreprises. Pocheco, c'est un garçon qui s'appelle Emmanuel Druon, qui crée une entreprise il y a à peu près une quarantaine d'années. Ils font des enveloppes. On va dire des enveloppes, hein, mais d'une façon absolument incroyable. La boîte, c'est un peu plus de 100 personnes. Alors, toutes les colles ont été travaillées. Il n'y a rien qui vient du pétrole. Vous savez, les fenêtres d'enveloppe, il n'y a pas de plastique. Il n'y a pas un gramme de plastique dans l'entreprise. Hein. Toutes les machines-outils ont été travaillées. Et il fait sa permaculture pour alimenter son staff. Ils ont leur poule. Et c'est assez génial. En fait, allez voir sur Internet Pocheco. Hein, vraiment, il mérite d'être mis en valeur. Si toutes les entreprises étaient comme ça, la planète se porterait beaucoup mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Hier soir, j'étais chez ICAD. Ça change. 1000 collaborateurs réunis au doc de Paris pour une réunion avec Jean Jouzel, donc climatologue, et Emmanuel Ventin, lui, il dirige Ipsos. C'est un sociologue de l'évolution des relations aujourd'hui entreprises. Et tous les trois, on a eu un super contact avec le staff. Une décision qui a été prise collectivement. Le PDG de ICAD, aucun véhicule, comment on les appelle, les CFU, les HUV, aucun dans le cadre de l'entreprise. C'est des gens qui gagnent de l'argent, hein, donc terminé. Ceux qui en avaient ont tout vendu, on n'en veut pas du tout. Alors, c'était sur une idée comme ça, un peu symbolique, hein, mais on ne roule pas avec ces véhicules-là pour venir au travail. Et je trouvais ça sympathique, finalement. Et puis, mardi matin, je présidais le CEBIO, ce que je préside, qui est le Centre d'études et d'expertise sur le biomimétisme et la bio-inspiration. Je vous en parlerai un petit peu. On va chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes. Vous verrez que le vivant fait infiniment mieux que nous. Depuis presque 4000 millions d'années, il est toujours là, le vivant. Il a subi les pires avatars. Une terre gelée jusqu'au fond, la snowball, 2 fois dans l'histoire de la Terre, congelée jusqu'au bout. On a eu un océan au-delà de 50 degrés. Prenez pas votre bain à 50 degrés ce soir, j'aurai la responsabilité de vous cuire. Et elle s'en est sortie. Et là, cet après-midi, donc conférence de l'après-midi, c'était avec Valérie Masson-Delmotte à Bordeaux-Montaigne, climat vivant. Et on va en parler un petit peu. Alors, sur le vivant, en fait, c'est vrai que c'est ma spécialité. Depuis tout petit, je m'intéresse au vivant. C'est quoi le vivant? Et que l'humain accepte enfin que le vivant humain n'est pas du tout déconnecté du vivant non humain. Parce que notre grosse tendance aujourd'hui, j'ai fait une conférence qui dit l'humain a oublié qu'il était vivant. Je parle souvent avec des gens qui sortent d'un cancer. Là, ils se rappellent qu'ils sont vivants. Là. Mais dans la routine de tous les jours, on l'a oublié. On n'est pas vivant. On ne se rend pas compte. Et ça, c'est terrible. Parce que si on admet ce qu'on est vivant, qu'on ne mange que du biologique, que de la biodiversité, qu'on ne coopère qu'avec, et ça on va en parler, la Covid-19, c'est un merveilleux exemple de fragilité de l'humain exploité par un petit virus de chauve-souris chinoise avec 15 gènes. Nous, on a 29 000 gènes, il en a 15. Et il nous emmerde depuis un certain temps, le coronavirus 19. Alors, on va s'en sortir. Notre problème maintenant, c'est d'empêcher le prochain d'apparaître. Et ça, on est vraiment dedans jusqu'au cou. Et vous allez voir, on va tout relier, le mildiou, hein, chez mes amis, les scolites sur la sylviculture landaise, avec les coups de vent, les méga fires qu'on vit un petit peu partout, vous avez vu en Australie et puis également en Californie. On n'est pas du tout à l'abri en France. Hein. S'il fait 50 degrés demain à Bordeaux, on aura des méga fires. C'est impossible à éteindre. Hein, quand vous avez ces surfaces en feu et températures atteintes, on ne sait pas. Même avec les moyens les plus modernes, les Américains en Californie ont des moyens. Ça ne marche pas.
Et vous perdez 200, 300 hectares d'un seul coup, puis ça continue en permanence. C'est des milliers d'hectares qui sont partis, sinon des millions d'hectares en fumée. Tout ça, ça nous rappelle un petit peu ce qu'est l'humain. Il est là-dedans, il est souvent le responsable de ces problèmes particuliers. Et le programme Une seule santé, qu'évoquait Madina à l'instant, c'est ça. C'est relier tout ça entre eux. La santé des écosystèmes, la santé des plantes, la santé des animaux et la santé des humains. Et vous allez voir que chaque année, 5 maladies nouvelles apparaissent sur les humains. 3 sont des sauts d'espèces. C'est un parasite, un virus, un champignon, ça peut être une bactérie qui passe d'une espèce vivante à une autre. Et on reviendra tout à l'heure au coronavirus 19. Donc moi, je reviens avec plaisir parce que d'abord, j'ai des grands amis ici. C'est vrai que Madina, Adrien, Xavier, c'est quand même des gens qui me donnent beaucoup d'émotions et avec lesquels on travaille depuis un certain temps. Et j'adore ces contacts avec des gens qui sont dans du terroir, parce qu'ils ont des neurones et en plus, ils connaissent ici leur terroir et c'est magique. Et c'est pour ça que ça passe et j'ai toujours le même plaisir et bonheur à revenir ici. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'est ce programme. En plus, il y a une petite connotation régionale, puisque ce programme est fortement poussé par la politique régionale. Comment on monte ici, pour les citoyens de la Nouvelle-Aquitaine, de Biarritz jusqu'à la frontière vendéenne et puis la Creuse, un programme Une seule santé. Alors qu'il y a eu un programme national, je vous le dirai tout à l'heure. Donc, l'Assemblée nationale fait une réunion en plein Covid, c'était le 1er octobre 2020. Donc je monte à Paris, il y avait donc tous les médecins en fait de l'Académie nationale de médecine, les gens de l'Académie nationale vétérinaire, les gens de l'Académie nationale de pharmacie, et puis des écologues comme moi. Et on réfléchit à ce que pourrait être un programme ambitieux en France, Une seule santé. On est un peu en retard par rapport à d'autres. Les Allemands ont fait mieux que nous, les Britanniques aussi, aux États-Unis, au Japon aussi, c'est pas mal parti. Et puis ça fait pas mal de temps qu'on se rend compte quand même que l'état global des milieux dans lesquels on vit influe énormément sur notre santé. Alors, quelques images d'écosystèmes. Je vous en avais parlé il y a 2 ou 3 ans. Ça, c'est l'Amazonie. C'est donc le camp des Nouragues du CNRS en Guyane. 30 000 espèces au kilomètre carré vivantes. Un sol moyennement riche, une canopée extraordinaire. Et la vie s'est organisée dans une zone où le climat a très peu changé depuis des centaines de milliers d'années. Ça ne bouge pas, donc c'est stable. La vie adore la stabilité. Beaucoup d'espèces, des insectes en particulier. Dans les collections du Muséum à Paris, j'ai eu la chance de présider cette maison pendant 7 ans. Des collections comme ça au monde, il y en a 3, il n'y en a pas 50. Il y a les collections de la Smithsonian aux États-Unis, à Washington. Un peu à part parce qu'eux, ils avaient des sous, ils ont racheté des collections de beaucoup de pays au milieu du 19e siècle. Et les 2 grands musées qui avaient lancé ça, c'est Londres et Paris à égalité. La première plante mise dans un herbier au monde, 1606, des gens collent une plante sur une feuille et puis lui donnent un nom. À l'époque, il n'y avait pas encore la classification avec les noms. Je vais y revenir et ça part comme ça. L'herbier à Paris, que l'on a au muséum, c'est 8 millions de planches. 8 millions, c'est dans la démesure. Et je vais, quand je présidais la maison, organiser une numérisation de ces planches. Alors, 1 euro par planche, voilà, 8 millions d'euros. Ça m'a coûté 8 millions d'euros pour numériser toutes les planches du herbier de Paris. Vous pouvez ce soir, en rentrant chez vous, y aller. C'est ouvert à tous. La plante de mon jardin, la plante de l'île de Pâques qui a disparu, la plante ramassée en Turquie à telle époque. Ça veut dire à chaque fois vérifier que la plante qui était là était bien celle qu'on avait dit, la recoller si elle était un petit peu abîmée, la numériser et la mettre à disposition de tous. Alors, il y a aussi des graines, il y a aussi plein de trucs. Mais donc en herbier, c'est vrai que la France a le plus bel herbier de la planète. Mais il faut faire pareil pour les insectes. Les collections à Paris du muséum, c'est 41 millions d'insectes. 41 millions d'insectes. Ce qui veut dire qu'on a là un groupe fantastique. Les insectes, ils sont ceux qui ont réussi sur la Terre. Et ils ne sont pas marins. Moi qui suis d'abord un marin, il y a quelques insectes marins, mais c'est l'exception en biologie pour confirmer la règle. Il y a une punaise en ce moment qui adore les continents de plastique. Elle a trouvé là, en fait, effectivement, des volumes à utiliser en plein océan. Donc, elle se balade sur les continents de plastique. Et on avait un petit crabe récemment qui vient la bouffer. C'est ça, les écosystèmes qui s'installent, et ce que j'appelle des socio-écosystèmes. L'homme est bien sûr responsable de ces systèmes particuliers, qu'il ait voulu ou non. Ça peut se faire avec sa volonté ou c'est venu, effectivement, par sa non-capacité à prévoir, en fait, son imprévoyance. Donc l'Amazonie, 3 grands gisements au monde de forêts tropicales humides. L'Amazonie en Amérique du Sud, on a dit les îles donc, de Papouasie, de Nouvelle-Guinée et de Bornéo en Asie, et en Afrique, le bassin du Congo.
Ces 3 zones du monde contiennent plus de la moitié de tous les êtres vivants connus sur la Terre aujourd'hui et déposés dans les musées. 52-53%. Quand on fait les grandes expéditions du muséum, chaque fois qu'on va en zone tropicale humide, on trouve plein de choses nouvelles dans la canopée essentiellement. Et puis, deuxième écosystème, le récif corallien. C'est l'équivalent marin fonctionnel de la forêt tropicale humide. On reste en France, ils ont voté français en décembre dernier, c'est le récif du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, entre l'île des Pins et puis la Grande Île. Là, 5 à 6 000 espèces au kilomètre carré. Donc déjà, vous voyez beaucoup moins d'espèces dans l'océan que sur les continents, parce que l'océan est beaucoup plus stable. Quand la nature est bien la stabilité, elle ne change pas. Ce qui va entraîner le vivant à faire des espèces, c'est quand ça change à l'extérieur. Ça oblige le vivant à réagir. Eh bien, les 2 désastres de ces 2 milieux, la forêt tropicale humide, elle part à la surface de la Grande-Bretagne chaque année, détruite, déforestée, avec des moyens incroyables. Et puis le récif corallien, on en a perdu la moitié en 50 ans. Des questions de changement climatique, des questions de pêche à la dynamite, au cyanure, de destruction pour faire des aéroports. L'humain ne recule devant qu'un sacrifice. Des hôtels de rapport sur des petits atolls perdus. La France a le 2e récif corallien du monde. Ça part. Le corail est intéressant parce que le corail, sur une carte du monde de l'océan, c'est moins de 1% de la surface de l'océan. Et c'est plus du tiers de toutes les espèces connues dans l'océan. On appelle ça hotspot en anglais ou megadivers. Ce sont des zones où vous avez sur une surface réduite un maximum d'espèces. La forêt tropicale humide sur Terre et puis bien sûr le récif corallien en mer. Alors qu'est-ce que fait l'humain? Il fait ça. Shanghai, tout simplement une ville, le tiers des Français. Vous imaginez le tiers des Français, 27 millions d'habitants, Shanghai. Alors vous imaginez bien, si on est un spécialiste de ces questions-là, que ça a un impact sur le vivant. On détruit, on construit, ce qu'on appelle aujourd'hui l'artificialisation des sols. On fait des villes. Et puis là, ici, on perd dans la région, ici en Saint-Émilion aussi, de la bonne terre agricole pour faire des maisons et pour faire des bâtiments et pour faire plein de choses. Donc une réflexion à avoir aujourd'hui. On perd en France en ce moment l'équivalent de la surface d'un département français tous les 7 ans. Agrandissement des villes, du système aussi de citoyens qui veulent leur petit pavillon isolé. On ne va pas pouvoir continuer comme ça indéfiniment. Donc il y a des questions vraiment qui sont posées. Vous allez voir que, en fait, nos ennemis ne sont ni la vache, le cochon, la voiture, l'avion. C'est la démesure des systèmes, en fait, qui nous amène aujourd'hui à des situations un peu compliquées quand même. Alors, 2 grands défis. Le climat. Cet après-midi, j'étais avec Valérie Masson-Delmotte, qui est la meilleure spécialiste du climat. On a 4 grands climatologues en France, 2 femmes, 2 hommes. Et j'étais avec Jean Jouzel hier soir, et puis cet après-midi avec Valérie Masson-Delmotte, c'est quand même pas mal, qui était à Bordeaux, et qui faisait une conférence avec moi à Montaigne sur justement l'évolution de ce climat, en nous donnant une lecture, dernier rapport du GIEC. C'est pas nouveau, mais enfin bon, il va falloir s'accrocher. La question, c'est d'éviter beaucoup de souffrance pour l'humanité demain. Donc, encore une fois, notre but, ni à elle ni à moi, c'est de vous désespérer. Surtout pas. La pire des actions, ça serait l'inaction. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face à ces défis particuliers? Surtout qu'on pense à eux. Ils partent avec un handicap. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est multiplié beaucoup trop. 1941, 2 milliards d'humains. Aujourd'hui, 8. En 70 ans, on a multiplié par 4 la population humaine, sans vergogne, sans y réfléchir du tout. Et maintenant, qu'est-ce que me disent mes étudiantes à Sciences Po à Paris ou mes jeunes agros? On ne fera pas de bébés. Donc vous voyez qu'on sent quelque chose d'un peu quand même plus que préoccupant. On en a fait trop, elles ne peuvent pas en faire. Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas les gamins, elles les aiment autant que nous. C'est qu'aujourd'hui, mettre au monde un bébé, quand on connaît un peu ce qui va se passer en 2040, 2045, si je vois les prévisions de nos climatologues, donne pas trop envie de vivre ça. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va être capable de freiner cette accélération du changement et de nous adapter? Et le dernier rapport du GIEC, où il est très inquiétant, c'est qu'il nous montre qu'il y a des limites. Il y a des limites qu'on ne pourra pas transgresser pour nous adapter. Vous avez vu les températures, il y a 15 jours au Pakistan et en Inde, on est au-delà de 50 degrés. Ne serait-ce que l'activité physique. On ne peut pas travailler dans un champ quand il fait des températures comme ça, avec une hygrométrie en plus qui est considérable. Donc c'est vrai qu'il y a une physiologie humaine qui coince à un moment. En plus, moi qui ai travaillé longtemps là-dessus, en physiologiste, l'humain se protège beaucoup mieux contre le froid que contre le chaud. La limite létale de l'humain dans le chaud, elle vient très très vite en fait. Pour le froid, on a plein de possibilités pour nous adapter au froid. Pour le chaud, c'est compliqué.
Donc tout ça nous amène à... Qu'est-ce qu'on fait effectivement? Ça c'est la température de surface de l'océan sur 120 ans. Et puis ça nous préoccupe beaucoup. On en a beaucoup parlé cet après-midi. C'est très fort pour la Nouvelle-Aquitaine. C'est la remontée du niveau de la mer. La mer est montée de 1 mm par an depuis 3000 ans. Et en ce moment, elle monte entre 3 et 4. Et ça va faire que s'accélérer. Là, on part pour des centaines d'années. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Les raisons, c'est la température de la masse d'eau qui s'échauffe. Donc, elle prend plus de place qu'une eau qui est plus froide. Deuxièmement, c'est la fonte des glaciers continentaux. Et là, vous avez vu les dernières discussions là-dessus. J'avais emmené le président Macron à la mer de glace. Je voulais lui faire lire, voir ce qu'était le changement climatique. Bon, c'est sympa de discuter, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait depuis beaucoup. Elle part, elle s'en va. Et puis également maintenant du pompage d'eau très profonde, au-delà de 1000 mètres, dans des nappes qui n'étaient pas reliées à l'océan. Alors maintenant on pompe pour l'agriculture et puis ça part aussi à l'océan aussi. Tout ça contribue à cette remontée du niveau de la mer. C'est peut-être le problème le plus préoccupant dans le changement climatique aujourd'hui. Et là, je voyais le maire de Lacanau qui me disait, sur une tempête de mars 2015, 40 mètres de retrait de trait de côte. Vous avez vu dans le journal, dans la Sud-Ouest, cette semaine-là, un bunker de la Wehrmacht qui était, il est tombé en une nuit. Donc, les Allemands n'ont pas construit ce bunker en apnée et maintenant, il est sous le niveau marin. Là, j'étais aussi à Marseille il n'y a pas longtemps. On fait la réplique de la grotte Cosquer, 34 mètres sous le niveau de l'eau. Ils ne sont pas allés repeindre leurs animaux, bien sûr, en apnée. Cette grotte, effectivement, a été envahie par la remontée du niveau de la mer. Deux chiffres aussi, il y a 19 000 ans, l'océan était 4 degrés plus froid et le niveau était 125 mètres plus bas. 125 mètres plus bas. Alors, on dit, mais ils faisaient comment les hommes préhistoriques? C'est très simple, ils marchaient. Ils arrivaient au bord de la mer, ils mangeaient toutes les moules qui étaient là, toutes les crevettes qui étaient là, puis quand ils avaient fini, ils allaient ailleurs, on cherchait d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? On a fait des villes gigantesques. Cherchez les grandes villes du monde qui ne sont pas au bord de l'océan. On a très peu. Il y aura Paris, Moscou, Chicago, mais les grandes villes en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie, elles sont au bord de l'océan. Bangkok, très menacé. On va déménager Jakarta, 5 millions d'habitants, en laissant les pauvres là, en mettant les riches de l'autre côté. Vous imaginez les chaos sociaux, c'est des solutions qui sont assez effroyables. Donc comment on réagit face à ça sans se désespérer et en prenant vraiment le système sérieusement? Parce que moi, ça fait 20 ans que je parle au monde politique, on m'aime bien. Gilles, c'est bien ce que tu racontes. Bon, j'ai pas le temps, on verra ça demain. On ne peut plus voir ça demain. Il fallait commencer la semaine dernière. Donc maintenant, on s'y colle tous et chacun à son niveau. Ce n'est pas uniquement une question de multinationales ou d'entreprises, mais il faudra en fait un système où la science sera mise en avant. Je vais le répéter plusieurs fois, la science n'est pas une opinion. Et ça, on en a crevé depuis ces sortes de virus. À un moment, c'était un match OM Marseille. À un moment. OM PSG, pardon. Attendez, les médecins, là, ils ont dit n'importe quoi. Et on a été sur quelque chose où on a une déconfiance dans le monde politique. Quand un président de la République nous dit le 20 mars 2020, le masque ne sert à rien, grave. Par contre, un masque aux enfants, ça c'est une véritable bêtise. On mesure maintenant les retards mentaux chez l'enfant, des enfants de la génération Covid. J'espère que ça va être réversible, mais on ne met pas un masque à un enfant. Et c'est vrai que c'est facile de critiquer après comment on a réagi plus ou moins bien selon les pays. Toujours est-il que l'histoire du Covid est là pour nous souligner nos fragilités. Je vais y revenir. Le deuxième problème, c'est le vivant qui s'en va. Une des plus belles espèces de la Nouvelle-Aquitaine, Achypincer sturio, le grand esturgeon européen, il est en train de partir. Il n'en reste même pas 200 dans la nature. Un poisson merveilleux qui date d'époques très reculées. Son grand drame, c'est que la femelle pond des œufs qu'on appelle caviar. Et les Français n'en mangeaient pas beaucoup, en fait. Au moment de la Révolution russe, les apports russes sur le marché français disparaissent. Ils ont tous à faire que d'aller pêcher des esturgeons. Et on va vendre le caviar de la Gironde dans des boîtes en cyrillique. Ça fait chic. C'est du vrai caviar russe, pas du tout. Et on va effondrer les stocks d'esturgeons. Puis bon, ce gros poisson indolent, une grande femelle d'esturgeon comme ça, elle peut faire 120 kilos. Le quart de sa masse en œuf, vous imaginez? C'est fait 3 000 € en ce moment le kilo de caviar sur le marché d'Achypincer sturio. Ça fait des poissons qui valent des fortunes. Ils sont en cours d'extinction. On vit 2 drames en ce moment dans notre région. C'est l'extinction de l'esturgeon sturio et l'effondrement des anguilles.
Cette semaine-là, j'étais avec les amis du Pays Basque. Le trafic, le braconnage d'anguilles dans notre région, au vu de tout le monde, est effroyable. C'est pareil, c'est plus de 1 000 € le kilo de civelle aujourd'hui sur le marché espagnol. Et mieux sur le marché japonais ou chinois, si on peut les envoyer vivantes là-bas. Voilà, je dirais cette cupidité de l'humain qui sans vergogne. Puis en plus, vous savez très bien que si vous trafiquez de la drogue, bon, c'est bien réprimé. Trafiquer des anguilles, trafiquer des esturgeons, bon, c'est pas grave. Donc, c'est vrai que les peines ne sont pas en accord avec le délit environnemental que je souligne ici. Et puis celui-là, il apparaît. Donc le vivant s'en va d'un côté, puis il y a un petit truc qui arrive. Alors, il s'appelle coronavirus 19. Il est tout petit. C'est un virus. Un virus, c'est quoi? C'est un parasite qui a un problème existentiel depuis que les virus sont là, depuis l'origine de la vie sur la Terre. Il ne sait pas se reproduire tout seul. Pour se reproduire, il a automatiquement infecté une cellule qui va le laisser rentrer. Et là, il va utiliser la machine de la cellule pour se reproduire lui-même. Dans l'océan, il y a des milliards de virus. Est-ce qu'ils sont vivants en stand-by? Je vous montrerai des images tout à l'heure de Tara. On ne sait pas trop, mais en tout cas, ils sont là. Et le petit coronavirus ici, alors je vais être très clair et formel, est un virus de chauve-souris qui s'appelle Rhinolophus affinis, qu'on connaît bien des grottes du Laos, du Cambodge et du sud-est de la Chine. Et il est à 1500 km de Wuhan. La maladie démarre à Wuhan, été 2019. On est allé les chercher. Aucune chauve-souris, vous le savez bien, on les aime, les chauves-souris, ne peut voler 1500 km. Donc on est allé chercher cette bestiole, alors qu'il fallait lui foutre la paix, dans ces grottes. Alors après que ça passait par un marché, comme le cas justement vous vous rappelez, du premier Covid de 2003, ou par un laboratoire, ce que je n'exclus absolument pas, c'est bien possible qu'il soit passé par le laboratoire de Wuhan. Ce qui ne devait pas se passer, c'est produit. Et ce qui aurait dû les rester confidentiel là-bas fait le tour du monde. Rappelez-vous ce vol, cet avion, 20 janvier 2020, Wuhan-Milano. Ils étaient tous malades. Le cluster explose en Lombardie. Les religieux qui étaient allés en Chine, qui se rejoignent à Mulhouse. Après, il y a eu les militaires français qui rentraient des Jeux militaires de Pékin. Et le virus se répand partout, en fait. Tout à l'heure, quelqu'un me posait la question. On va arriver à peu près à 20 millions de morts sur le coronavirus 19. Bon, c'est mieux que disait Raoult, un accident de trottinette. Quand même 20 millions de morts, c'est quand même pas mal, effectivement. Mais ce n'est pas non plus au niveau de la grippe espagnole du siècle dernier, du siècle avant, où là, on a eu 100 millions de morts, alors qu'on était à l'époque 1,1 milliard d'humains sur la Terre. Là, on est 8. Donc, vous voyez que tout ça, il faut qu'on y réfléchisse. C'est très important d'y penser. Pourquoi ça se produit? Quel est le rôle de l'humain là-dedans? Comment ça sort? Et comment ensuite on dissémine tout cela? Alors, la tranquillité, c'est la question que se posait Lucie il y a 3,2 millions d'années. Est-ce que je vais trouver à manger aujourd'hui? Petite australopithèque, 40 kilos, toute mouillée, tous les matins, je vais trouver à bouffer aujourd'hui. Est-ce que moi, je ne vais pas être bouffé aujourd'hui? Dans une savane, vous avez des lions, vous avez des hyènes, vous avez des panthères. Bon. Alors, quand je disais ça, tout le monde rigolait. Et puis, je suis allé un jour faire une conférence à l'île de la Réunion. Et il m'avait mis à l'hôtel au Boucan Canotte, qui est un coin célèbre d'île de la Réunion. Et je ne pouvais pas aller me baigner parce que des requins bulldogs avaient bouffé des surfeurs la semaine précédente. Donc ça peut encore exister, quelques coins où l'humain peut se faire manger par un prédateur. Donc toutes les questions environnementales, je ne vais pas toutes, bien sûr, les aborder ce soir avec vous. Quelles sont les relations de l'humain avec cette nature qui nous entoure? Comment on est passé du feu à l'énergie nucléaire? Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec l'énergie. Et les hic biotechnologiques, numériques, nanotechnologiques, robotiques, tout ça est extrêmement intéressant. Notre illusion, c'est de nous dire que la technologie va nous en sortir. Alors, je ne suis pas du tout contre la technologie. Elle va nous aider à faire des choses. Mais de croire que parce que l'humain est technologue, on va éviter tout ça. Et aujourd'hui, on en a parlé cet après-midi, un des grands soucis, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. On a chauffé la Terre. Comment nos ingénieurs ont chauffé la planète? C'est une vraie question. Et aujourd'hui, on va la refroidir en mettant des particules de soufre. On connaît ici le soufre dans le vignoble dramatique, c'est pas sans danger. Pour refroidir, c'est ce qui s'est passé quand les grands volcans crachaient. Ces grands volcans, effectivement, entraînaient une destruction massive sur le lieu. Et ensuite, ils avaient émis tellement de particules fines que ça obscurcissait effectivement la lumière du soleil pendant 3-6 mois. L'impact de la météorite au Mexique de Chicxulub, il y a 65,5 millions d'années, la disparition des dinosaures, c'est ça.
Elle faisait à peu près 12 km de diamètre. À la vitesse à laquelle elle allait, elle a été pulvérisée. Ça a broyé, ça a fondu tout ce qui était sur le site d'impact. Hein. Et puis après, ça a obscurci la lumière du soleil pendant 1 an, 2 ans. Plus de photosynthèse. Hein. Ici, on aime la vigne et les plantes. Donc vous imaginez l'effroyable résultat sur le vivant. Et donc ça, alors bien sûr, je pense que le plus gros danger qui guette l'humain aujourd'hui, c'est pas ça. Je pense que les dangers vraiment qui guettent l'humain, ils sont humains aujourd'hui. On peut pas aller. Bon, peut-être qu'on va avoir une nouvelle météorite. Dans combien de temps, on n'en sait rien. Hein, on les regarde. Donc la technologie est certainement très importante, mais n'est pas la solution à nos problèmes. La démographie, on a dit 2 mots tout à l'heure, et les ressources qui s'en vont. Hein, dans nos téléphones portables, là, en ce moment, vous regardez ce qui se passe. Il y a 20 ans, il y avait 30 éléments du tableau de Mendeleïev dans nos téléphones portables. Il y en a 60 aujourd'hui. Le palladium, on va le chercher où? Le coltan dans la forêt tropicale du Congo. Donc on me dit, ouais, on va tout résoudre par le numérique. Peut-être qu'un jour, on ne pourra même plus construire nos ordinateurs parce qu'on y cherche des ressources ultra rares. Comment on les recycle? Dès le départ, comment on pense au recyclage? C'est des questions très intéressantes. Guillaume Pitron a fait un très joli livre qu'il appelle L'enfer du numérique, où il montre qu'aujourd'hui, la moitié de l'énergie qu'on fait, c'est pour le numérique. Hein, quand vous envoyez vos SMS, tous vos petits trucs, vous écoutez de la musique, on partage des choses sur les téléphones portables ou sur les ordinateurs, ça coûte très, très cher en énergie. Là aussi, il y a une sobriété à mettre en place, bien sûr. Hein. Alors, Paul Ehrlich, c'est un vieux monsieur, puisqu'il a l'âge d'Edgar Morin, donc il doit avoir un siècle maintenant. Il a été reçu à l'Académie des sciences royales britanniques il y a quelques années, et il disait en fait, can a collapse of global civilization be avoided? Est-ce qu'on peut encore empêcher un effondrement de nos civilisations? Ben voilà, c'est ce qu'on va discuter ce soir. C'est une question intéressante. Et puis voilà, on prend n'importe quelle mesure, c'est ce qui se passe. Hein, mesure prise novembre 2018, sans réfléchir à l'impact social, et puis ça ne marche pas, évidemment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aller faire croire à des gens qui sont malheureux réellement, que c'est l'écologie leur ennemi, alors que le jour où tout va dérailler, c'est eux qui vont trinquer en premier, toujours les pauvres, hein, c'est dramatique. Et pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas préoccupé de l'impact social de la mesure en question. Chaque changement de l'environnement a un impact social. Chaque changement dans le vivant a un impact social. Il faut se le mettre dans le crâne. Et si on prend des mesures sans y songer, ça ne marche pas. Et c'est très, très préoccupant aussi. Je répète que tous nos systèmes, Saint-Émilion, ici c'est typique, regardez votre environnement, c'est un ensemble de socio-écosystèmes. Trouvez-moi ici un système vivant où l'humain ne soit pas intervenu, ça n'existe pas. Hein, parce que tout a été travaillé par l'humain depuis très longtemps. Hein. C'est la différence entre le milieu et le paysage. À l'époque des dinosaures, il n'y avait pas de paysage, il y avait des milieux. Le paysage est la résultante sur un écosystème du travail de l'humanité, les paysans, mais aussi beaucoup de gens qui vont intervenir aussi là-dessus. Alors voilà, donc si on tombe dans la collapsologie ou bien dans le catastrophisme, je ne suis pas du tout sur ces tendances-là. L'apocalypse climatique, à l'aube de la nouvelle extinction. Sortons un peu de ces cadres dramatiques pour essayer de réfléchir un petit peu à ce qui se passe vraiment et ce qu'on doit faire. Il faut informer, bien sûr, hein, mais sans tomber dans une hyper-éco-anxiété paralysante. C'est très important, surtout vis-à-vis de nos enfants. Alors l'histoire a démarré il y a 12 milliards d'années, Hubert Reeves nous en parle. Vous savez, l'élément numéro 1 de l'univers, c'est 1. Hein, vous avez vu le tableau de Mendeleïev, hydrogène 1. C'est les 3/4 de l'univers, c'est de l'hydrogène. C'est fou. Hein, cet élément a été hyper utilisé par le système naturel de l'hydrogène. Et puis après, on va construire 2, et puis on va jusqu'à 114 ou 115 maintenant. Des éléments, effectivement, dans cette chimie qui nous entoure. Comment on se la raconte, ça? Alors ça, c'est un caillou super moche, mais génial. Il tombe en mai 1864 au-dessus de Toulouse. Il y a une météorite qui explose. Et j'ai retrouvé les coupures de journaux de l'époque. Hein. Toulouse est illuminée par une pluie d'étoiles ce soir-là. Et un paysan ramasse un morceau de la météorite. Il fait 11 kilos. Et puis il l'oublie dans une caisse à oignons dans le jardin pendant 120 ans. Et on la retrouve au début des années 2000. Vous savez, là, c'est une météorite. Ah ben oui, l'arrière-grand-père l'avait ramassée. Tu me la donnes? Et elle finit rue Cuvier à Paris, où on a les plus puissants engins de géochimie qui existent aujourd'hui, les nanosondes. Et grâce aux isotopes du chrome, on date ce caillou.
Il a l'âge du Soleil et de la Terre. Il est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre. Il a 3,9 milliards d'années. 4,6 milliards d'années. C'est magique. Et voilà le rôle de la science. Vous racontez une superbe histoire. Ce n'est pas une opinion. L'âge de la météorite d'Orgueil, on l'a bien travaillé. Hein. C'est ça qui est intéressant. Et c'est le rôle du scientifique. On n'est pas là pour diriger le monde, ce n'est pas notre boulot. On est là pour donner effectivement des états des systèmes au moment où on discute, avec les connaissances que l'on a, pour que le politique puisse s'en emparer, pour trouver les meilleures méthodes de gestion possibles. Et ça, en France, ça a très mal fonctionné. L'océan est stable depuis 100 millions d'années, c'est le même, il ne bouge pas. À 400 mètres de fond, je vous emmène partout, c'est la même flotte. Mes amis du Vendée Globe, quand ils font le tour du monde, n'ont jamais vu des limites sur une carte ou une frontière ou une barrière. Hein. L'océan Indien, Pacifique, pas au bord de la côte, ça change sans arrêt parce que c'est fécondé par la côte, mais au large, c'est la même eau. Vous allez voir, c'est magique par rapport à ce qu'est l'humain. Un estuaire, j'aurais dû prendre la Gironde d'ailleurs. Hein. Là, vous avez un estuaire, c'est à Madagascar. Donc là, vous avez de l'eau douce. Là, vous avez l'océan. Alors, nous, on calcule ça, les physiciens, en milliosmol. C'est la pression osmotique. C'est une grandeur physique qui traduit la qualité, la quantité d'éléments dissous dans cette eau, des sels. Ça peut être aussi du sucre. Et donc, l'océan, où que vous alliez, c'est 1050. Une rivière, c'est entre 10 et 20. Ça varie parce que les rivières ne sont pas toutes les mêmes. Et nous, là, ce soir, regardez, 302. L'humain a 302 milliosmoles par litre de pression osmotique. C'est génial. L'océan, 1050. Donc, au sein de chacun d'entre nous, là, il y a un petit océan dont la salinité est divisée par 3. Je racontais ça au One Ocean Summit à Brest, là, quand le président Macron m'avait invité en février. Et il y avait l'auteur breton Yann Kefelec qui était là. Il a fait un super article après dans le Télégramme de Brest et de l'Ouest en disant « Nous sommes un petit océan, oui ». Vous regarderez votre prochaine prise de sang et vous serez un peu attendri. Sodium, 142 millimoles. Potassium, 3. Chlorure, 105. C'est quoi? C'est l'eau de mer. Notre sang humain raconte l'histoire de l'apparition de la vie dans l'océan et après de la sortie. Quand tu goûtes ton sang, il est un tout petit peu salé, moins que de l'eau de mer finalement. Et ça, c'est très important parce que quelques millimoles de plus en potassium, s'il y a des médecins dans la salle, c'est le coma profond. Hein. Donc on est super contrôlé, l'océan aussi. Et l'océan, 3 choses fondamentales, stabilité, salinité, connectivité. Alors de grâce à un seul océan, pas des océans, ça c'est de la poésie, où les géographes ont mis des petits pointillés sur une carte. Le plus ancien être vivant connu de nos collections à Paris, des cyanobactéries d'Australie, daté à 3,45 milliards d'années. Et là, je vais revenir chez nous, ici, en Saint-Émilion. Quand Madina m'a accueilli tout à l'heure dans votre cours, il y a une flaque d'eau. Vous irez la voir avec tendresse tout à l'heure. Dans cette flaque d'eau, il y a des cyanobactéries. C'est génial. Elles sont là depuis 3,9 milliards d'années. Comment elles ont fait? Quand je suis face à des chefs d'entreprise, la plus belle entreprise de la Terre, c'est la vie. Comment elle a pu durer aussi longtemps? Elle est partout, la vie, sauf dans les laves de volcans. Hein, c'est au-delà de 1000 degrés, une lave, 1000, 1200. Il n'y a pas de vie. Mais dès que la lave s'épanche et se refroidit, le vivant s'installe dans cette lave de volcan. Voilà, alors c'est quoi le vivant? Des bactéries. Donc l'ADN est libre à l'intérieur de la cellule, pas de noyau. On est couvert de bactéries. Tous les humains qui sont là, on est super beaux, hein, mais les trous de nez, les oreilles, les cheveux, tout est rempli de bactéries dans l'intestin. On a plus de bactéries dans un corps humain que de cellules humaines. Et c'est ça que le Covid-19 a exploité, hein, quand il est sorti de ses chauves-souris à l'époque. Et ça, si on ne prend pas ça en considération, on ne peut pas comprendre les relations fondamentales entre l'humain et ce vivant qui l'entoure en permanence, qu'on appelle biodiversité. La biodiversité, en fait, sa définition, c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants ont établies entre eux avec leur environnement. C'est ça. Les protistes, alors les protistes, on dit, oh, ben, c'est tout petit. Ça c'est des dinoflagellés, des microalgues de l'expédition Tara-Océan. Donc on a récupéré ces dinoflagellés. Alors c'est plus gros qu'une bactérie, ça a un noyau. Ils sont eucarya. C'est génial. Elles nous font la moitié de l'oxygène de la planète. Il n'y a pas que les arbres. Par contre, méfions-nous, je vois souvent des gens qui disent que l'humain respire. Non.
l'oxygène fait dans l'océan reste dans l'océan. Les organismes vivants de l'océan récupèrent leur oxygène. Il n'est pas disponible pour la respiration humaine, comme le fait un arbre ou bien des posidonies en Méditerranée. N'empêche que c'est comme la moitié de l'oxygène de la Terre. Et cet oxygène a complètement changé la géologie de la Terre. On appelle ça la grande oxydation. En gros, il y a 5200 espèces de minéraux connus aujourd'hui. Les 2 tiers n'existeraient pas sans la vie. C'est la vie qui a profondément changé le monde minéral. Regardez tous ici, on tient debout parce qu'on a un squelette. Prenez une coquille d'œuf ici, chez nous, à Saint-Émilion. Prenez un squelette de corail, une huître. C'est un merveilleux et subtil équilibre entre du minéral, du carbonate de calcium, et puis, bien sûr, du vivant. Et ça se fait avec du vivant. Donc, alors là aussi, ce sont les levures. Alors ici, quand je parle de levures à Saint-Émilion, quand même, sans levure, il n'y a pas de français. Il n'y a pas de vin, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de fromage. Donc vous voyez quand même que ce n'est pas de la rigolade ce que je vous raconte là. Ce n'est pas des élucubrations d'écolos farfelus. Les levures sont essentielles. Ce sont des protistes, donc plus grosses qu'une bactérie, avec un noyau. Après, vous avez les champignons, les plantes et puis les animaux. Tout ça, c'est le vivant. Et le seul endroit où il n'y en a pas, je vous répète, c'est la lave de volcan. Alors c'est intéressant parce que c'est ça le vivant sur la Terre. Et ça, on l'oublie tous les jours. On pense qu'à l'humain. On imagine en plus que tout ce qui n'est pas humain, c'est stupide. Le brin d'herbe de votre champ, l'arbre qui est à côté, votre vigne si chérie ici, elle est ni moins con, ni plus con que vous, elle est pareille. C'est parce qu'elle vit en même nous, au même endroit, en même temps. Elle est superbement adaptée à l'environnement dans lequel elle se trouve. Alors celui-là, il a fait la une de tous les jours, c'est le blob. Alors c'est quoi un blob? C'est une grosse amibe. Donc c'est un protiste, mais avec plein de noyaux, qui peut faire des dizaines. Le plus gros mesuré faisait 54 mètres carrés. Ça fait des cellules, ça, effectivement. Plein de noyaux. Alors on dit, on l'a découvert. Non, il est là depuis 800 millions d'années. C'est l'humain qui l'a remarqué récemment. C'est un petit peu différent. Et donc, il est devenu le symbole du changement climatique. Et donc, Thomas Pesquet en a emmené un dans l'ISS, je ne raconte pas le coup de la manip, de monter un blob là-haut et de lui filer ses flocons d'avoine à bouffer dans la station spatiale internationale. Ça coûte une fortune. Il s'est pas mal débrouillé en apesanteur, notre blob. Et puis, donc, le CNRS a offert à 4500 classes en France un blob. Je ne sais pas si vous avez des enfants, des petits-enfants qui ont élevé un blob. Alors, quand il est bien en forme, il a cette couleur jaune qui est là. Il y en a ici dans les bois de Saint-Émilion. Il faut de l'humidité et du lichen. Il faut un bois, c'est dans la forêt. Et puis il y a une petite fille qui vient me voir et qui me dit, parce qu'on avait invité des enfants avec Thomas aussi il y a quelque temps au CNES, et elle me dit, mais tu sais, mon blob là, il est tout orange. Alors, je dis, écoute, ça va pas. Parce qu'on a découvert qu'en élevage, ils bouffent des flocons d'avoine. Ça c'est un truc de l'humain. C'est comment découvrir qu'un blob, ça bouffe des flocons d'avoine. C'est pas ce qu'ils mangent, bien sûr, dans la nature, vous imaginez bien. Elle me dit, je vous donne des flocons d'avoine, mais quel flocon? Du bio. Ça le rend malade. J'adore ces clins d'œil du vivant. Si vous filez des flocons d'avoine bio au blob, il est malade. Alors après, on pourra en discuter, on sait pourquoi. Donc c'est intéressant, finalement, vous voyez que au lieu d'avoir des certitudes de gens qui sont ancrés sur quelque chose, le vivant est beaucoup plus intéressant et c'est le roi des réactions contre-intuitives qu'on ne pourrait pas imaginer. Alors voilà, l'humain a classé le vivant. Voilà, ça, on adore faire ça. On appelle ça de la classification générale, de la phylogénie moléculaire. On classe le vivant. Alors ici, vous avez les bactéries, les eucaryotes, les archées, et puis ensuite, bien sûr, les microalgues, les levures. Puis vous avez les champignons, les plantes, les animaux, l'humain est quelque part là-dedans. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? 2,4 millions d'espèces. Déposées dans les musées. Alors pour connaître une espèce, il faut répondre à des critères. D'abord, on a reconnu qu'elle était nouvelle. C'est un truc qu'on ne connaissait pas encore. 2, on l'a dessinée, on l'a photographiée, on l'a séquencée, et puis on l'a mis dans un musée disponible à tous. C'est ça l'espèce qui est connue aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce que finalement, on part de ça. Il y en a combien en réalité? Peut-être 20 millions. Et c'est là que c'est compliqué, parce que là, on en connaît 2. 20 millions moins 2, ça fait 18. Et j'ai regardé depuis 20 ans, ça ne change pas. On décrit à peu près entre 16 000 et 18 000 espèces nouvelles par an. Donc il faut 1000 ans pour décrire tout ce qui est encore avec nous. On va en avoir paumé la moitié à la fin de ce siècle si on continue comme ça.
Je me rappelle des discussions avec la FDSEA qui me disaient, mais vous voyez, c'est pas grave, on détruit des espèces vivantes, mais on trouve des nouvelles tous les jours. Oh, mais attendez, elles étaient déjà là avant, elles ne sont pas apparues dans l'année écoulée. Hein. Grosse discussion là-dessus. Donc en France, on écrit 100 espèces nouvelles par an en ce moment, 700 en Europe. Je vais vous faire un cadeau d'ailleurs, dans une minute. Alors les écosystèmes, le vivant s'organise en écosystèmes. Un écosystème, c'est une construction du vivant sur une géologie antérieure, sur une falaise, sur un bout d'océan, dans un champ, dans un fleuve. Hein. Donc la forêt tropicale, on en a parlé, le récif corallien, les eaux douces, les savanes, les zones humides, les zones polaires, les déserts, les montagnes. C'est ça les écosystèmes. Mais il y en a d'autres que vous n'imaginez pas et qui vous touchent de très près. Ça, c'est votre intestin en ce moment. Voilà. Superbe écosystème. Superbe. On a, je vous l'ai dit, en nous plus de bactéries que de cellules humaines. Et on n'a pas les mêmes quand on est malade. Si ça change, c'est l'obésité, c'est le diabète de type 2, c'est l'hypertension artérielle, c'est Alzheimer. En ce moment, on crible, ça marche très bien, les centenaires français. Génial. Ils n'ont pas du tout les mêmes bactéries que les autres. Ceux qui ont atteint 100 ans, c'est que des femmes. Hein. 3 femmes pour un homme à 100 ans en France. Eh bien, ont des bactéries différentes. Il y a un microbiote spécifique qui permet de vivre aussi longtemps. C'est intéressant sur l'âge parce qu'il naît en France à peu près 52% de garçons en ce moment. Et à 25 ans, on a exactement le même nombre de filles et de garçons. Alors les filles, bah oui, la nature est bien faite, comme ça chacun trouve un copain ou une copine. C'est pas prévu comme ça. Ce qui est clair, c'est que plus le temps passe, moins il y a de garçons. À 100 ans, l'âge de mon ami Edgar Morin, Edgar va fêter le 8 juillet prochain, c'est 101 ans. Eh bien, il y a 3 femmes pour un homme, et à 110 ans, il n'y a plus aucun garçon en France. Le garçon le plus vieux est mort à 109 l'an dernier. Il reste des femmes au-delà de 110. Jeanne Calment, je vous rappelle, est morte à 122 ans et 164 jours. On n'a pas regardé ces bactéries, mais elles devaient être géniales, effectivement. Donc vous voyez que tout ça, c'est la résultante de symbiose, d'organisation entre le vivant non humain, mais vivant, et puis le vivant humain avec les cellules humaines. Tous les êtres vivants sont faits d'eau liquide. On parle souvent de l'eau ici, avec la vigne, c'est une question essentielle. Même le coronavirus, tous les êtres vivants sont faits d'eau liquide. La première molécule du vivant avant l'ADN ou l'ARN, c'est l'eau liquide. Et ça, on l'a oublié. C'est pas fait pour laver sa bagnole. Cette molécule, elle est magique. On la galvaude, on la souille, on la pollue en permanence, sans réfléchir à ce qu'elle est, la clé du vivant. Et là, il y a un énorme effort à faire, parce que l'océan est salé. Hein. L'eau sur la Terre, l'eau douce, assimilable physiologiquement, c'est 1,5% de l'eau disponible. Hein. Elle est d'abord océanique, puis après elle est dans des nappes très profondes, ou dans des glaciers, hein, sous forme de glace. C'est vrai que cette eau-là, aujourd'hui, il y a un énorme effort à faire de l'humanité pour comprendre qu'elle est absolument indispensable. Et bien sûr, elle doit être gratuite pour tous. Je me rappelle les mouvements au Chili il y a 4 ans, ils sont partis pas pour les gilets jaunes avec une augmentation du prix du gasoil, parce que, pauvres, on n'avait même plus accès à de l'eau potable. Hein. Tout avait été privatisé. Ça, c'est vraiment des crimes contre l'humanité, bien évidemment, vous imaginez bien. Hein. Donc, alors il y a eu des crises, on me dit, mais regardez là, l'humain, oui, il fait des bêtises, mais il y a eu des crises, le vivant s'est effondré. Oui, bien sûr, il y en a eu. On en connaît au moins 60 depuis 800 millions d'années, dont 5 grandes crises. La définition d'une grande crise, c'est la disparition d'au moins les 3/4 des espèces vivantes dans l'océan et sur Terre en un temps court. Et c'est là que j'ai beaucoup de mal avec le monde politique. Pour un politique, vous savez, un temps court, c'est le temps d'un mandat électif, une petite surface. En géologie, un temps court, c'est quelque chose comme le demi-million d'années, 500 000 ans. Et c'est là que c'est compliqué hein, de faire la part entre le temps de la Terre et de la géologie et puis du vivant par rapport au temps politique de l'humain aujourd'hui. Regardez les trilobites, ils disparaissent définitivement il y a 251 millions d'années, à la charnière entre l'ère primaire et l'ère secondaire. Alors, impact de météorites, changement climatique gigantesque, 6 degrés en quelques temps. L'oxygène de l'océan s'est effondré. Ça se passerait aujourd'hui, j'effondre toute la faune marine de la région de Bordeaux. Hein. Et les volcans intenses, hein, c'était les trappes de Sibérie à l'époque, avec des volcans qui laissent des kilomètres de cendres qu'on retrouve. Nos volcans actuels, c'est des jouets par rapport à ces volcans de ces époques-là. Hein. Avec des volcans comme ça, c'est compliqué d'avoir des humains, une activité économique sur la Terre. C'est pas possible. Et puis, ces ammonites-là, les rouges, elles vont disparaître. Les vertes qui étaient parties avant vont continuer. On s'est beaucoup intéressé aux oursins. On aime bien les oursins au muséum.
Aujourd'hui, on connaît 700 oursins différents sur la Terre. Profond, mais que marin. L'oursin n'a jamais été capable de sortir sur la plage ou d'aller en eau saumâtre, en eau douce ou à fortiori hors de l'eau. Il est marin. Ça, on pourra en parler, c'est super intéressant. C'est parmi les groupes qui ne sont jamais sortis de l'océan. Il y en a 12 comme ça qui sont connus, alors que tout le reste qui est sur Terre vient de l'océan, mais ils sont sortis. Les escargots, par exemple, les crustacés sont devenus des insectes aussi, bien sûr. Et les poissons sont sortis, les mammifères. Donc c'est intéressant de regarder comment ça se passe, effectivement, au cours du temps. Et c'est vrai que là, par exemple, j'ai eu un joli cadeau de mes amis basques là, ce week-end. Ils m'ont amené sur la plage de Bidart, près d'Hendaye. Là, vous avez le Crétacé, le début la fin de l'ère secondaire. Et là, vous avez le tertiaire. Et c'est quoi ça? C'est moche comme tout encore, mais c'est génial. C'est la couche d'iridium qui nous renseigne sur l'impact de la météorite géante du Mexique. Il y a aujourd'hui 34,35 millions d'années. On a un magnifique marqueur sur une plage. Comment? Oui, 65, tu as raison. 65 millions d'années, tu as tout à fait raison. C'est génial. Alors, on est allé, il y avait des gens tout nus partout, et nous, on était en train de faire des photos, ça faisait un peu bizarre. Hein. C'est des mecs d'ailleurs, donc je craignais plus que Françoise. Et là, vous aviez la trace très claire de l'impact de la météorite du Mexique. Partout sur la Terre, il y a une couche d'iridium qui est un minerai extraterrestre. Il n'est pas sur la Terre, il vient d'impact de météorites. Pendant toute l'histoire de la Terre qui a été bombardée par des chondrites depuis qu'elle tourne. Alors, c'est quoi la biodiversité? C'est ça. Là, je voulais laisser dire ma ministre à l'époque. On était à la COP 21. Regardez, madame la ministre, on est sur une plage de Guadeloupe, 25 chercheurs, on a fait un énorme trou et on ramasse des trucs. Et alors là, je veux vous séduire ce soir. J'ai pris les beaux, les jolis, grands cils aux yeux bleus, ça marche à tous les coups. On le sauve tout de suite sans discuter, quel que soit le prix. Alors évidemment, ça, c'est l'image qu'on a du vivant. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Ils peuvent être comme ça aussi. Alors là, ça change tout, là. On me dit, attendez, le député du coin me dit, attends Gilles, écoute, on n'a pas beaucoup de sous. Moi, le beau machin bleu et rouge, mais alors, ce machin à gros nez, tu veux quand même pas le sauver. Et ce machin horriblement laid, il s'appelle le rat taupe nu. Il vit dans des terriers en Éthiopie et il est génial. C'est un rongeur qui sait arrêter son vieillissement. Il vit 50 ans. Pour un rongeur, c'est exceptionnel. Donc maintenant, il est devenu la star qui va sauver l'humanité, même s'il est très moche. Et puis, il y a un laboratoire d'Orléans qui élève des rats taupe nus pour qu'on puisse comprendre pourquoi lui ne fait jamais de cancer par rapport à d'autres espèces. Et tout est à l'avenant comme ça. Alors, si ce n'est pas des jolis comme ça ou des moches, la biodiversité, c'est ça, voilà. Et ça, on est bien en Saint-Émilion pour vous en parler. Si j'enlève le métal là, des couverts et puis le verre des bouteilles, c'est que du vivant. On ne mange que cela. Et je vous ai dit, sans coopération avec les bactéries, avec les levures, il n'y a pas tous ces produits alimentaires dont on raffole, bien évidemment. Admettons ce qu'on est, une construction vivante qui a un besoin fondamental du vivant extérieur pour vivre. C'est tellement, tellement important. Et ça revient à une recommandation agricole pour moi. Payons décemment les produits agricoles qu'on achète. Si demain on paye correctement le monde paysan, ils arrêteront les pesticides. Qu'est-ce qu'on leur a dit en 1955? Produisez plus, on faisait plein de mots à l'époque, beaucoup trop. Le moins cher possible. C'est comme les vols. Là, l'autre jour, je me suis accroché sérieusement avec le patron d'EasyJet qui disait « Le test Covid coûte plus cher que le billet d'avion ». Mais j'aurais honte de dire un truc comme ça. Ils vendaient des billets d'avion Bordeaux-Marrakech 4,99 €. Ça, c'est le système, mais vraiment destructeur de l'environnement et de l'humanité. On paye notre billet d'avion, on fait une fois par an un beau voyage avec sa copine ou son copain. On ne fait pas tous les jours comme le font les Anglais. Tous les samedis soirs, il y a un vol Londres-Malaga à 4 €. Ils n'apprendront jamais un mot d'espagnol. Aucune fille ne peut prendre l'avion parce qu'elle se fait passer les fesses dès qu'elle rentre dans l'avion. C'est que des mecs qui vont picoler leur alcool pas cher en Espagne et qui reviennent. Est-ce qu'on a inventé les avions pour de telles pratiques? Réfléchissons à ce qu'on fait. C'est là-dedans qu'il faut qu'on change finalement. Par rapport à ces questions particulières. Alors, les vaches, moi, j'ai rien contre, sauf qu'il y en a beaucoup trop. 1,3 milliard de vaches aujourd'hui. Clair, diminuer notre consommation alimentaire de protéines animales. Avec Thierry Marx, on travaille beaucoup tous les deux, on prépare les Jeux Olympiques, on va servir 25 millions de repas à Paris 2024. On ne dépassera pas 18% de protéines animales. 18%, on s'est fixé ce plancher-là, on pourra en discuter, pas plus que ça.
La viande, vous en mangez 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Et puis, 2 livres superbes, Marc-André Sellos qui sera avec nous samedi, Madina après-demain. Et lui, il a fait ce superbe livre, Jamais seul pour un arbre. Il montre la biomasse dans le sol qui accompagne un arbre. Et on a eu un colloque, je disais à Adrien, cette semaine à Arles, avec les viticulteurs sur la qualité microbiologique des sols de la vigne. C'est magique, c'est clair, c'est très important. Ramener des arbres dans, aujourd'hui, la viticulture. C'est parti, des haies, des arbres, et les grands s'y sont mis. Les ruinards, les XO de Cognac, de Moitensi, là, les cheval blancs, ils sont partis. Ça veut dire qu'on est parti sur quelque chose où il faut ramener du vivant dans la vigne pour aider la vigne à résister au changement climatique. Et c'est super intéressant à creuser. Après, il faut qu'on regarde les résultats sur la qualité du produit qu'on va sortir de là. C'est super intéressant. Il y a un magnifique défi sur la culture de la vigne là-dessus. Et celui-là, c'est sur un bébé humain qui naît. Tout à l'heure, je vous ai montré, il s'ensemence avec les bactéries de l'utérus de sa maman. Et c'est fondamental. Tout ce qu'on devient est lié à ça. Si c'est raté, ce n'est pas terrible pour ce qui va se passer après. Il y avait 1 ou 2 candidats, je me suis dit, il y a eu une mauvaise ensemencement de l'utérus de la maman sur le bébé à sa naissance. Quand on voyait la tronche qu'ils ont et puis les conneries qu'ils racontent, c'est vraiment très intéressant d'y réfléchir, effectivement. Tous entrelacés, on est tous complètement entrelacés. Alors, une goutte d'eau de mer, des virus, des bactéries, des protistes, c'est 98% du vivant dans l'océan. Ça, c'est le travail qu'on a fait avec Tara entre 2009 et 2013. On faisait un tour du monde avec ce voilier et en séquençant la surface de l'océan. Deuxième écosystème, ça, c'est nos vignes. Ça, c'est un sol vivant dans une vigne, ça, voilà, qui marche bien. 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons. Vive Marc-André, là. Des tardigrades, des lombriques, des nématodes en quantité, des collemboles, des acariens. Ça, c'est des sols vivants. 2 fois plus d'espèces connues dans les sols que dans tout l'océan. Et ce qu'on a fait, on a tué la moitié des sols. Pour 2 raisons, les labours trop profonds et la mécanisation intense du système de tracteurs. Et deuxièmement, bien sûr aussi, tous ces produits chimiques qu'on utilise depuis les années 50-52 qui ont stérilisé nos sols. Et là, j'aime pas être péremptoire, mais là, je le serai, et je le répète partout. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. C'est très, très, très important ce que je vous dis là. J'ai beaucoup d'amis en ce moment, femmes, dont la maman est en train d'atteindre 100 ans. Donc 1920, la maman enceinte n'a jamais mangé de pesticides. Et le gamin non plus. J'attends de voir combien de temps vont vivre les femmes nées après 1952. Quand on commence à mettre partout en France ces produits pour produire plus, le moins cher possible. On va voir. Et puis, dernier écosystème, c'est l'intestin, que je vous montrais tout à l'heure. Là, vous avez l'utérus de la maman. Et quand le bébé naît, les bactéries de l'utérus de la maman se précipitent pour aller, non pas contaminer, mais ensemencer ce bébé. C'est fondamental. Alors maintenant, c'est tellement important que quand on fait une césarienne, on s'empresse de récupérer des bactéries de l'utérus de la maman et de les remettre dans la bouche et dans l'anus du bébé. C'est très important. Les gamins qui étaient auparavant par césarienne, qui n'avaient pas été ensemencés, avaient des problèmes de démarrage de la vie, en fait. C'est très, très important. Ce que Boris Cyrulnik appelle les 1000 premiers jours. De 0 à 3 ans, on s'ensemence des bactéries du corps maternel. Et regardez la relation avec nous. En bleu, c'est du plancton de l'océan, de Tara. En rouge, c'est l'intestin d'un bébé. On a 1/3 de nos gènes qui sont les mêmes entre des microalgues marines et puis un humain. 2 tirs avec une mouche, 2 tirs avec la vigne. Je dis ça pour mon copain Adrien. On a 2 tiers de l'ADN codant en commun avec la vigne, avec une banane. Et c'est là qu'il faut qu'on accepte ce qu'on est. Quand on mange une banane ou qu'on croque un grain de raisin ou qu'on boit du vin, c'est super important d'y revenir. Cette relation fondamentale dans tout le vivant. Parce que si on oublie cette relation-là, comment voulez-vous que nous, on survive? Si on l'oublie, on ne survivra pas. Il faut vraiment qu'on se remette là-dedans. Nous sommes une construction merveilleuse. Il y a plein d'émerveillements dans l'étude du vivant. Voilà votre lit ce matin. Et je vous achève là-dessus, avant de passer à One Health. Alors là, c'est vrai que, qu'est-ce qui est plus intime que votre lit?
Réfléchissez, vous avez des soucis, vous avez dormi un petit peu, il pleut dehors, il neige, il y a de la grosse grêle, vous êtes dans votre lit. Alors que vous savez tout seul ou à deux, ça marche mon truc, hein, pareil. Vous avez tous les matins, parce que vous y avez dormi, entre 1 et 2 millions d'acariens. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils bouffent vos cheveux, vos poils, les cellules de la peau qui se desquament, toutes les humeurs dans un lit humain après les ébats de la nuit. Voilà. Et ça que bouffe un acarien. Hein. Et on n'y échappe pas, c'est comme ça. À part des cas extrêmes d'allergie. Alors, 2 réactions là-dessus. Une jeune femme qui me dit « Mais j'ai une petite fille de 3 mois, c'est pareil ». Je dis « Oui, ce que tu fais avec ta petite fille, tu la prends comme c'est de faire une maman, tu la dorlotes bien, tu lui donnes son bain, et tu la remets surtout pas humide dans le lit à 37. Sinon, tu doubles la population d'acariens pour le lendemain. Voilà. Par contre, tu laisses le soleil frapper les draps du lit du bébé, et là, on en élimine 90%. Autre réaction d'un petit garçon. C'était à Florac, pas très loin d'ici. Là. Bon, il a vu ça, il trouve ça dégoûtant. Il dit, oh là là, les trucs comme ça, ces épines, ces poils, là, c'est affreux. Dans mon lit le matin. Et il me dit, mais alors, mais il avait vu que je les aimais bien, donc il voulait quand même pas me faire de mal quand même. Alors il me dit, mais Gilles, quand je me lève la nuit faire pipi, que je reviens au lit, j'écrase mes acariens. Je dis, non, ils sont trop petits. Et je l'ai rassuré de ne pas écraser des trucs aussi moches que ça. C'est ça la relation entre le vivant et l'humain vivant et le vivant non humain. C'est fondamental. Voilà, voilà comment les humains représentaient cette biodiversité il y a 37 000 ans à Chauvet. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois. On pleure à chaque fois. Hein. Là, je suis ami avec Jean-Marie Chauvet, avec Hélène Brunel et Christian Hiller. Tous les 3 découvrent le 19 décembre 1994 la grotte Chauvet. Plus fabuleuse ode aux vivants que l'humain n'ait jamais fait. 37 000 ans, c'est 2 fois plus vieux que Lascaux. Lascaux, c'est 20 000. Hein. C'est quand même génial, en fait. Alors, ma question va être unique. À quoi ça sert de faire ça? À que dalle, ça sert à rien. Mais c'est génial. Dans leur tête, évidemment. Et ça que je dis souvent aux gens, arrêtons de tout ramener le progrès et le futur au bien matériel. La plus grosse bagnole, plus d'argent, les voyages partout à 5 € le billet. Non. C'est autre chose que cela. Tout à l'heure, je vous ai dit, un brave paysan du Gers qui ramasse la météorite d'Orgueil. Aucun animal n'aurait ramassé la météorite d'Orgueil. Ça ne sert à rien, c'est génial. Ératosthène, 700 années avant Jésus-Christ, par de la pure géométrie, calcule la circonférence de la Terre. Il savait qu'elle était ronde. Maintenant, il y a plein de platistes. Maintenant, la Terre est plate. Ératosthène a mesuré la taille de la Terre et sa densité. Sur le moment, ça ne sert à rien, mais c'est absolument génial. C'est ça ce qu'est la gloire d'Homo sapiens par rapport au reste, finalement. Eh bien, à Chauvet, vous avez des rhinocéros, vous avez des lionnes, vous avez des hyènes, vous avez des panthères. Alors, les grands moments qui ont fait que l'humain a commencé à basculer sur autre chose, quand il perd sa seule physiologie. L'humain est profondément physiologiquement animal. Hein. Moi, je suis endocrinologue, je peux vous garantir qu'on a les mêmes hormones que le poisson-chat, ou que la vipère, ou que l'aigle royal, ou le vautour des Pyrénées, même système. Hein. On n'est pas différents. On vient du même monde initial, mais il n'est pas que ça, puisque je viens de vous raconter. D'abord, je vous raconte une histoire ce soir. Les animaux ne racontent pas des histoires comme ça. Et puis, deuxièmement, c'est vrai qu'on a vu qu'il a des envies. Et c'est ça qui est intéressant. Tout ce que vous avez fait depuis ce matin qui ne sert à rien, mais qui vous a apporté du plaisir ou du bonheur. Quand est-ce qu'on va prendre ça en considération pour mesurer l'envie de vivre demain? Pour que nos enfants aient envie de cet émerveillement de ce qu'est le vivant pour le garder avec nous. Quelques orties dans le coin du jardin, ça c'est absolument génial. Et ça, on ne l'enseigne pas. Avec les amis de Water Family, qui étaient tout à l'heure à Bordeaux, on a lancé une idée pendant les élections, enseigner l'écologie. Pas l'écologisme, hein, je fais une énorme différence entre les deux. Enseigner l'écologie aux gamins quand ils apprennent à lire, à écrire et à compter. Voilà. C'est un vrai défi, ça changerait absolument tout. Et bien sûr, enseigner ça aussi aux polytechniciens et aux énarques, c'est absolument évident. Ils ne savent même pas qu'ils sont faits de bactéries. Donc, comment voulez-vous prendre des bonnes décisions politiques quand vous ne savez même pas que vous êtes rempli de bactéries dans la bouche, dans les trous de nez, dans votre lit? C'est compliqué. Donc, domestication du feu, c'est 500 000 ans, ce n'est pas 1,5 million. Le néolithique, on invente l'agriculture, on arrête de bouger. La machine à vapeur, grande date. Et là, du jour au lendemain, il faut du charbon et du pétrole. Et là, on rentre dans le caca, effectivement. Hein. Et on paye ce prix-là. La moitié du CO2 qui est dans la pièce en ce moment a 100 ans. Hein. Il dure longtemps, le CO2. Et cet après-midi, Valérie nous montrait justement les émissions actuelles, pas simples.
Hiroshima, c'est pas que j'aime la bombe d'Hiroshima, c'est l'événement qui m'intéresse. C'est la première fois où l'humain arrive par sa technicité, sa créativité, son inventivité, sa science, sa technique, à faire un accident qui ressemble à une éruption volcanique. L'humain est capable de simuler une grave catastrophe naturelle. Alors quand le Vésuve, j'avais fait un papier dans Le Monde où je comparais l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ à Hiroshima. Même résultat. L'humain n'est pour rien dans l'éruption du Vésuve, bien évidemment. Hiroshima, oui. Donc c'est là que ça va lui filer la grosse tête. Vous retrouvez les textes de l'époque. Non seulement je joue à Dieu, mais je suis Dieu. I am God. Ça a été écrit par certains. Et puis là, c'est la suprématie globale de l'humanité sur le reste. L'humain est là pour dominer, alors que dès qu'on commence à dominer, ça ne va pas du tout. On ne domine rien du tout. Beaucoup plus d'humilité, beaucoup moins d'arrogance, beaucoup moins d'imprévoyance, beaucoup moins de cupidité. Et là, oui, ça peut marcher. Mais il faut vraiment qu'on perde ces défauts majeurs des humains. Et c'est pour ça que Paul Crutzen, prix Nobel de chimie, qui est décédé l'an dernier, avait lancé en 2000 la notion de anthropocène. Et le colloque à Bordeaux, aujourd'hui et demain, s'appelle l'anthropocène. Avant, maintenant et après. Donc j'ai fait une conférence tout à l'heure avec Valérie. Voilà, donc je raconte tout ça sur ce schéma. Qu'est-ce qu'avait l'humain comme arme et comme outil pendant 3 millions d'années? Un biface, un caillou taillé. Il y en a ici, en Saint-Émilion, on en trouve. Avec ça, on fait tout ce que peut faire un humain. Mais ça nécessite le corps à corps en combat. Parce que vous pouvez lancer le biface sur la tête du lion d'à côté, pas terrible. Donc il faut vraiment effectivement aller au corps à corps pour s'en servir. Et tout va changer quand l'humain va inventer l'arme de jet. Je tue à distance et ça va tout changer. L'arc et la flèche, c'est 8000 ans. La poudre noire, c'est le XIIIe siècle. Ça va tout changer. Là, vous avez un petit humain tout mouillé de 40 kilos qui vous tue une girafe et qui vous tue un éléphant avec une kalachnikov. Et ce sentiment-là va tout changer de puissance. Nos châteaux forts qu'on adore en France, dès le moment où on invente la poudre noire, les tours carrées disparaissent. Un seul boulet gros comme ça dans une tour carrée qu'on a mis 25 ans à construire, elle est par terre. Donc on passera aux tours rondes, où le boulet va ricocher, et on finira par les châteaux qu'on a à Sals, où là le château est entièrement enterré. Donc le boulet passe par-dessus. Et ça va, ces technologies là, vont tout changer. Et vont donner ces sentiments de puissance aussi aux humains. Et c'est le drame actuel des jeunes femmes africaines qui vont chercher de l'eau et qui rencontrent des gamins qui ont 14 ans avec ces kalachnikovs et qui reviennent féconder. Et ces femmes ne sont pas rémunérées pour faire cela. Elles ne vont pas à l'école. Elles n'ont aucun droit foncier. La loi kenyane interdit aux femmes d'avoir des terrains à elles. Ça, si ce n'est pas de l'écologie, dites-moi ce que c'est. Où sont les 1000 milliards de dollars qu'on leur avait promis de donner le 12 décembre 2015 durant la COP 21? Non, rien du tout. Et ça va entraîner ces questions terribles. Aujourd'hui, on ne parle que d'immigration. Écoutez, les candidats à la politique, là, ils veulent nous envahir. C'est faux. Aucun Africain n'a envie d'envahir la France. Ils partent de désespoir. C'est la guerre, c'est la déforestation. C'est le climat qui change beaucoup plus vite que chez nous. Et c'est là qu'on a un effort fantastique avec une volonté de les aider à être bien chez eux. Est-ce que vous avez, avant de partir de Saint-Émilion, vous n'avez pas envie de partir? C'est exactement pareil en fait pour eux. Donc là, il y a une grosse question d'écologie générale et de dialogue social et de solidarité qui ne marche pas. Là, je vous ai mis donc la roue, 7000 ans. Donc vous voyez ici que pendant un bout de temps, là on est à peu près 5 millions d'humains il y a 10 000 ans. Et puis on va commencer à augmenter. Puis après, voilà, c'est la domestication, la poudre noire, on a dit, c'est les vaccins, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, les ordinateurs, et c'est parti. Et on s'envole. 2 milliards d'humains en 1940, 8 aujourd'hui. On va arriver à 9, puis à 10. Là, on regarde nous beaucoup avec les démographes le nombre de jeunes femmes capables d'enfanter aujourd'hui. Vous avez vu en plus que les petites filles sont réglées de plus en plus précocement. On a des cas de règles à 8 ans, à 9 ans en ce moment en France. Parce qu'on est dans un univers total d'hormones féminines. L'autre jour, j'étais avec le président de Veolia, avec Frérot, et il me disait, c'était juste, il me dit, voilà, on a nettoyé la Seine. Il y a 20 ans, il y avait 6 poissons au Trocadéro dans la Seine. Il y en a 16 aujourd'hui. Donc les poissons se sont installés. Mais je lui montrais un travail qu'on avait fait récemment. Des pêcheurs m'amènent un flette. Vous savez, le flette, c'est ce petit poisson plat qui ne ressemble même pas à une plie du Havre. Il avait un testicule et un ovaire. Il ne savait plus ce qu'il était. C'est un garçon qui s'est féminisé, lié à ces hormones qui sont partout aujourd'hui autour de nous.
Et beaucoup de produits de traitement agricole, les atrazines de maïs, sont des produits qui sont des perturbateurs endocriniens. Ça, c'est extrêmement préoccupant. On a ça et l'antibiorésistance, qui sont vraiment des problèmes très importants. Et je vais terminer par la partie vraiment une seule santé. Donc cette biodiversité, elle est en danger parce qu'on détruit, on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout et le climat change trop vite. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On a fait un colloque à Marseille il y a quelques mois où Science is very clear. C'est clair maintenant, il n'y a plus de scepticisme, on est ras-le-bol, climato-sceptique, biodiversité sceptique. Arrêtons. La seule solution, c'est qu'on se mette tous d'accord sur une base de réflexion. C'est comme ça en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Basta de tout le reste. Hein. Mais vous avez des platistes, la Terre est plate. Vous avez un grand musée aux États-Unis sur le créationnisme. Hein. L'évolution n'a pas existé. L'intelligent design. Alors arrêtons, c'est pas possible. Et c'est là que la science n'est pas une opinion, encore une fois. Hein. Et ça, il faut le répéter en permanence. Et voilà, ça, c'est les travaux faits en France métropolitaine, en Outre-mer. En 13 ans, hein, c'est tout ce qui est parti dans nos territoires français. Donc voilà, on se retrousse les manches et qu'est-ce qu'on fait? Donc prévoir à long terme. Et ça qu'on va arriver à cette notion justement d'une seule santé en matière de climat, d'accès à l'eau. Des gestes spatiaux, je n'en ai pas parlé, mais c'est aussi un problème sacrément embêtant. Hein. Un petit boulon soviétique des années 60 vous détruit la Station spatiale internationale, hein, vu les vitesses de déplacement dans l'espace. Et puis maintenant, vous avez des privés qui commencent à lancer des trucs. Hein. Il y a un mec qui a même balancé sa Tesla, hein, le Musk, et puis un jour, elle va retomber sa tronche de quelqu'un. Hein. Il n'y a aucun truc que vous avez lancé qui ne retombe pas. Ça n'existe pas. C'est de la physique depuis que l'univers existe. Hein. Le mec qui va récupérer la Tesla dans le jardin ou dans la piscine, il ne va pas être très content. Hein. C'est comme ça. Et tout le monde a applaudi. Avec cet argent-là, on donnait à boire à tous les petits Africains de l'eau potable. C'est là que la démesure que j'évoquais tout à l'heure, là, bientôt, on va refroidir des stades pour jouer au foot au Qatar. Et vous avez vu la neige artificielle récemment en Chine pour les Jeux Olympiques d'hiver. Cette démesure-là est monstrueuse, je pèse mes mots là. Hein. C'est pas possible que des humains dignes de ce nom, qui sont intelligents et qui sont de bonne composition comme nous, ce que j'appelle les humains de bonne volonté, puissent continuer à accepter des choses comme ça. Alors, le premier critère, c'est la santé. Aujourd'hui, toutes les maladies nouvelles apparues en France depuis 1940, 300 maladies nouvelles en France depuis 1940, qui n'existaient pas avant. Et puis, bien sûr, alors si j'enlève les maladies liées à l'exposition au soleil et à l'âge, tout ça, c'est lié soit au climat qui change, soit au vivant qui est modifié par ce climat qui change. L'arrivée du moustique tigre, hein. On a plein ici à Saint-Émilion. On les voit, les tigres. J'en ai vu plein en Camargue la semaine dernière, des moustiques tigres, pas que des tigres. Et puis c'est vrai, le chikungunya, il est là, clairement, le Zika, pas de palu encore chez nous, il y en a eu dans le passé, il ne va pas revenir très vite, mais pourquoi pas? Et puis on a en ce moment des problèmes de virus très inquiétants, le virus de Crimée-Congo est à nos portes, hein, et c'est une fièvre hémorragique qui transite par les tiques, comme la maladie de Lyme, hein, c'est la même chose. Voilà des cas typiques de zoonose, hein, une maladie qui passe de l'animal à l'humain. Alors, le principal problème de l'humanité, c'est la pauvreté. Donc le premier but des Nations Unies, c'est éradiquer la pauvreté. La pauvreté, elle est définie par les Nations Unies, à $1 US par jour et par personne. Et ce qui est horrible à raconter, c'est qu'aujourd'hui, à cet état-là, 70% de femmes. Je viens de vous dire, vous êtes beaucoup plus nombreuses que les garçons à ces âges-là. Hein. 70% de femmes sous le seuil d'extrême pauvreté. Face aux grands accidents climatiques, un tsunami, un volcan qui crache, dans les victimes, 70% de femmes. Parce que la femme, elle ne sauve jamais toute seule. Elle sauve sa progéniture, elle sauve ses anciens. Le mec qui marche dessus pour se sauver. C'est vraiment des choses qui sont viscéralement liées à ce qu'est aujourd'hui l'humanité. Et tout le monde trouve ça normal. Je suis avec des amis de l'Hôtel Dieu récemment, ils me disaient combien de temps vit une femme clochard dans le métro à Paris? Maximum 46 ans. La durée de vie en France en ce moment des femmes, c'est 84. Chez les garçons, 80. Quel est l'état? Pensez, vous les voyez tous les jours quand vous allez à Paris. Hein, qu'est-ce qu'elle devient? Dans quel stress permanent elle vit? Avec des problèmes de carence alimentaire, de violence quotidienne. Tout le monde s'en fout. Et ça, ce sont des choses qu'on ne peut plus accepter dans nos civilisations, bien évidemment. Voilà, One Health, c'est une initiative, c'est un mouvement lancé vers les années 2000 aux Nations Unies,
qui promeut une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique végétale, notre mildiou ici par exemple, mais il y en a d'autres, la flavescence dorée, animale, la tuberculose bovine en ce moment chez nous, les grippes de canards et de poulets dans le sud-ouest, et environnementale aux échelles locales, nationales et planétaires. Voilà, ça c'est la définition de ce qu'est le programme Une seule santé, admettre que la santé humaine est totalement dépendante de tout ce qui est autour de nous. Alors des plantes, des animaux, des humains, l'influenza, donc les grippes, la rage, la grippe aviaire qu'on a en ce moment chez nous, la brucellose, la fièvre de la vallée du Rift. En ce moment, vous avez vu, on parle du monkeypox, c'est la variole du singe qui s'installe. Le H1N1 qui a tué quand même 100 millions de personnes il y a un siècle. À une époque, je vous disais, on était à 1 milliard d'humains sur la Terre. Il est venu de canards aux États-Unis. Transmission canard-humain, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder de près. En ce moment, le virus qu'on a dans la région n'est pas transmissible à l'humain, mais il peut très bien changer. On peut en avoir d'autres demain. Et ça, il faut vraiment regarder ça. J'ai une jeune amie là, que j'ai eue comme étudiante, elle est vétérinaire, elle a 33 ans. Mais elle pleurait l'autre jour, elle me dit, j'ai fait veto parce que j'aime les animaux. Qu'est-ce que je fais tous les jours? J'abats 3000 canards. Je n'ai pas fait des études de vétérinaire pour tuer des canards toute la journée. Et ça, c'est tous des cas de malversation humaine, bien évidemment. Vous avez vu ce camion l'autre jour qui est parti du sud-ouest, qui est arrivé en Vendée, les craques, les poulets à abattre partout. Chez les truites, je me rappelle ce camion du Danemark qui amène une septicémie hémorragique virale dans les Landes. Toute la pisciculture à abattre. Pas de prophylaxie, aucune mesure de précaution. Et puis, alors, quel est le problème? C'est la promiscuité animale, la promiscuité humaine, bien sûr. Trop d'animaux, trop d'humains. Et puis des pratiques qui sont complètement infernales. L'histoire du virus du SRAS en 2003, passé donc de la chauve-souris à la civette masquée, un petit mammifère qui mange aux humains. Elle démarre au Vietnam, elle finit à Singapour, 3 mois, pas de vaccination, elle disparaît. Il était beaucoup plus méchant ce virus que le nôtre, actuel. En fait, il est très embêtant celui-là parce qu'il n'est pas assez méchant finalement. Donc comme il n'est pas très méchant, il tue peu ses hôtes. En gros, il y a 1% de gens qui meurent du coronavirus quand ils l'attrapent. Ce qui veut dire qu'il va muter en permanence. Un virus, il mute 4000 fois plus vite qu'un mammifère. Il change sans arrêt. Nos vaccinations à l'infini, on s'est vacciné 3 fois, 4 fois, ça va durer combien de temps? C'est des questions vraiment, vraiment intéressantes. Et ça veut dire que ce qui n'aurait pas dû se passer, c'est passé. Et deuxièmement, ce qui aurait dû rester là-bas de façon confidentielle a fait le tour du monde très très vite. On a regardé avec mes amis épidémiologistes de la Pitié à Paris, ces premiers avions, on a transporté partout. Les Français ont mis 100 jours avant d'arrêter les avions chinois. Pourquoi? Parce qu'on faisait du business. Vous vous rappelez le gel hydroalcoolique qu'on en avait, on n'avait pas les flacons pour le mettre. Churchill disait que gouverner, c'est prévoir. Alors, écoutez, ça fait un bout de temps qu'on n'est plus gouverné. Et tout était à l'avenant. Le paracétamol d'une molécule de chez nous, elle est faite en Chine. Et récemment, on a fait un forage profond dans les Landes. Vous savez ce qu'on trouve dedans? Du paracétamol, du doliprane et des anxiolytiques. Là, dans nos nappes profondes, l'humain contamine des zones où il n'est pas. C'est là qu'il faut qu'on commence à prendre des précautions que j'évoquais tout à l'heure. Et ce que je vous raconte, c'est ni de droite ni de gauche. Ça s'appelle du bon sens. Alors, les zoonoses, c'est ça, c'est ces infections. Bon, on n'a pas la tuberculose, je vais passer rapidement. Les coronavirus, ça c'est pas fait. Ah voilà, 60% des maladies de l'humain sont d'origine zoonotique, c'est-à-dire qu'elles sont apparues au cours du temps. 75% des agents actuels sont effectivement des zoonoses, des maladies que l'humain a attrapées. Ebola, le sida, la grippe sont d'origine animale. 5 maladies nouvelles par an, 3 viennent d'animaux. Et 80% des agents qui ont un potentiel d'utilisation en terrorisme d'organismes sont effectivement des virus ou des bactéries qui sont liés, qui passent des animaux aux humains. Alors voilà, ça c'est le schéma global de One Health, une seule santé. Donc les médecins, la santé de l'humain, une seule santé. Les animaux, les vétérinaires, les écologues et la santé de l'environnement, et puis tous les gens qui font de la phytoremédiation, les vignerons, bien sûr, les arboriculteurs, les sylviculteurs de la forêt landaise. Et donc là, vous avez une série de chiffres sur l'éthique qui interviennent ici sur des poids. 20% de tout ce qu'on élève est tué par des maladies infectieuses.
que ce soit des cochons, des poissons, des oiseaux. 20% on perd quand même. Hein. Parce qu'on les met beaucoup trop ensemble, en fait. Même vaccinés, ça ne marche pas tout le temps. Hein. Et puis ici, je vous ai mis 75% ici des espèces végétales cultivées sont malades. Bah, regardez, hein, quand on parle de la jaunisse de la betterave. Et pourquoi elle est malade, la betterave? Parce que les sols sont morts. Hein. Remettez de la vie dans les sols et puis elle n'aura pas de jaunisse, la betterave. Et sur la vigne, c'est pareil. Quand elle devient malade, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui l'a affaiblie. Il y a des conditions environnementales. Hein. Nos mildious à succession, en ce moment, nous posent des sacrés problèmes. Et c'est souvent lié à des problèmes de température du sol, de l'air, à l'humidité ambiante. Et ces champignons deviennent pathogènes sur une vigne qui est déjà fragilisée par une pratique qui n'est pas la meilleure que l'on pourrait faire, bien évidemment. Hein. Et puis ici, donc ça veut dire que tout ça, c'est extrêmement important. Et un grand drame, c'est l'antibiorésistance. Parce que ces molécules sont géniales. Fleming a un prix Nobel, il invente la pénicilline, vous vous souvenez, hein, avec ses champignons tombés sur une culture dans son bureau. C'est génial. Mais le surexcès des antibiotiques, le mauvais usage a entraîné un drame, l'antibiorésistance. Le plus terrible, c'est que vous allez à l'hôpital. Vous avez fait un infarct, vous allez à l'hôpital. Vous revenez beaucoup plus malade qu'en arrivant, souvent. Parce que vous allez rencontrer une bactérie. Banale, hein, un pseudomonas, un aéromonas, un streptocoque, un staphylocoque. Il est mortel. Il est résistant à tout. On l'a sélectionné. Rappelez-vous cette jeune femme, il y a 3 ans, qui se promenait boulevard de l'hôpital à Paris et qui est passée devant une bouche d'aération de la salpêtrière. Foudroyée par une salmonellose intraitable ramenée par des militaires qui étaient en théâtre d'opération à l'extérieur, résistant à tout. Alors, ces molécules sont géniales, ils ont sauvé des millions de vies, bien évidemment. Hein. Mais encore une fois, c'est ce que disait aussi Edgar Morin il y a quelque temps, le problème n'est pas la frénésie scientifique ou technologique, il est l'usage que l'on en fait. Et récemment, on a séquencé, nous, un sol sous une porcherie industrielle, je ne vous dirai pas où, effrayant. Ça contenait des gènes d'antibiorésistance à des niveaux incroyables. Je prends cette terre-là, je la libère dans Saint-Émilion, et vous mourrez de maladies qu'on savait très bien traiter il y a quelques années. Hein, c'est l'accumulation, une chambre toute neuve d'hôpital. Alors on fait de la bioinspiration, on recouvre les murs maintenant avec des systèmes inspirés des peaux de requin, c'est génial. La peau de requin n'accueille aucune bactérie et aucun virus. C'est tout ça qui est intéressant effectivement à creuser avec de la science. Voilà, le colloque de octobre 2020, donc avec des médecins, des écologues, des vétérinaires, des pharmaciens. Voilà, ça c'est la carte des grippes aviaires en ce moment. Hein. Vous voyez qu'on est quand même mal lotis, nous, ici dans la région. Hein. On a un énorme cluster ici dans la région de grippe aviaire. Eh bien, il faut qu'on regarde ça de très près. Hein. C'est pour le foie gras. Les canards sont élevés beaucoup trop en promiscuité, en fait, comme on fait, mal élevés. Hein. Et surtout, on n'a pas les mesures prophylactiques quand on les transporte d'un endroit à un autre. Ça, c'est vraiment très préoccupant pour nous. Hein. La maladie de Lyme, hein, transmise par les tiques. Alors, il n'y en a pas trop chez nous encore, il y en a beaucoup dans l'est de la France. Elle passe par la tique qui vous pique. Et c'est parce qu'on a modifié l'écosystème, on a favorisé la fougère aigle, vous voyez cette grande fougère, les tiques prolifèrent, sont porteuses de la Borrelia, qui est une bactérie, hein, et puis ça passe à l'humain sur une morsure de tique. Ben voilà, ça c'est des choses. Avant c'était confidentiel, hein, et on avait quelques cas. On ne savait pas trop la reconnaître aussi pendant longtemps avant, mais quand même, maintenant ça explose partout. Voilà, je vais finir avec ma conclusion, c'est de vous dire que plus on affaiblit le vivant, la biodiversité, dans 2 sens, on diminue le nombre d'espèces d'un écosystème. Et c'est ce que fait l'agriculture. Hein. Elle amenuise la diversité biologique, puisqu'on veut cultiver une seule plante sur un seul endroit. Ça va s'arrêter très vite. Il faut qu'on passe à la polyculture, partout, y compris dans la vigne. Hein. Donc ça veut dire que là, on diminue le nombre d'espèces, et surtout, aussi important, et ça on ne l'avait pas vu, on diminue la variabilité génétique de ces espèces. Parce que le virus, c'est un parcours du combattant pour qu'il puisse sortir. Et quand il sort et qu'en face, il y a des plantes ou des animaux avec très variés, il ne s'en sort pas. Si par contre, il a le même hôte, donc il va tourner les barrières, ben, il s'installe. C'est le cas des fameux petits scolites, ces petits coléoptères dans la forêt landaise. On a un clone de pin maritime. Hein. Et sur la vigne aussi, le drame, il est là. Hein. Sur la patate. Alors voilà, ramener de la biodiversité, c'est essentiel. Quand elle se porte bien, on n'a pas de souci. Regardez, elle est élevée, ben écoutez, ça ne sort pas. Les plaies agricoles, les pestes ne sortent pas. Vous la diminuez, vous l'affaiblissez, et dans ce cas-là, ben, on a eu un cas récemment, quand même, un père et son fils ici qui sont morts de tuberculose bovine. Hein. Ils se sont contaminés à partir de leurs vaches.
Donc voilà, on est sur des choses qui sont super préoccupantes et intéressantes. Alors, je vous dis surtout pas ça pour vous hyper inquiéter, pour nous dire il faut simplement qu'on s'inquiète de ces questions particulières, il faut qu'on regarde ce qui se passe. Et enfin, faisons travailler en même temps les médecins, les vétérinaires et les écologues. C'est très très important. Rappelez-vous, le 20 mars 2020, nos amis du CEVA, ici à Libourne, c'est tout près d'ici, avaient vacciné des animaux contre les coronavirus. C'est des vétérinaires qui ont découvert chez les chauves-souris les coronavirus, pas des médecins. Ils sont venus en proposant leur service, on s'est fichu de... Moi, j'ai mis, grâce à Eric Orsena, qui sera là demain, j'ai mis 13 mois à persuader le président Macron de mettre un vétérinaire dans le conseil scientifique du coronavirus. Ben voilà, comment on retrouve de l'envie de dialogue avec les autres. Face à ces grands défis que sont le climat d'un côté et le vivant de l'autre, la seule réponse de l'humain, c'est la coopération, la collaboration, le respect de l'autre et le travail en commun. Et là, on s'en sortira, mais la compétition va amener à rien du tout. Voilà, je termine simplement, je vais passer là-dessus. Bon, je passe là-dessus aussi, je vous en ai parlé un petit peu, d'où il vient le coronavirus. Voilà quelques exemples. Le varroa chez les abeilles, c'est un joli exemple. On a introduit avec ce tétacaria qui nous pose problème, le mildiou sur la vigne, le doryphore sur la pomme de terre. Tout ça, c'est vraiment une question très intéressante, les pestes noires, de relation entre l'extérieur et puis les pathologies. Les changements d'hôtes. Comment est-ce que l'humain se contamine depuis 50 000 ans, en gros Il se contamine effectivement d'espèces sauvages, soit un pathogène qui est chez l'animal mais qui ne passe pas à l'humain, sauf sur un cas exceptionnel. Il y a eu un cas incroyable au Congo d'un mec qui a été transfusé avec du sang de bonobo. Ça, c'est mal terminé. Il a chopé un truc qu'on n'attrape pas d'habitude. Bon, vous me direz, c'est un cas extrême sur les 8 milliards d'humains d'aujourd'hui. Le parasite, il passe de l'animal à l'humain. C'est le palu, par exemple. Et puis, vous avez des espèces qui passent de l'animal à l'humain, mais qui ne se transmettent pas entre les humains. Par exemple, les rabies, l'anthrax. On passe de l'animal à l'humain et on fait quelques cycles chez l'humain. C'est le cas de monkeypox, c'est la maladie du singe en ce moment, là, la variole du singe. Le Marburg, Ebola. Ebola nous avait tué il y a quelques années 86% de nos gorilles dans une réserve du Gabon. C'est très méchant, très très méchant. Et puis celui-là, il passe de l'animal à l'humain et il est infectieux entre humains. La fièvre jaune, la dengue, la grippe, le typhus, le choléra, la maladie de Chagas. Chagas était un médecin brésilien qui travaillait sur la voie ferrée de Rio à Brasilia. Donc il recrutait des gaillards incroyables. Le type, il faisait 2 mètres, il portait les rails de chemin de fer sur le dos, il n'y avait pas de grue. Des super bonhommes. Et puis ils étaient au bout de quelques temps, mais comme des fillettes de 10 ans, ils ne pouvaient plus rien porter du tout. Et ils s'étaient rendu compte de 2 choses, Chagas, c'est que dans leur sang, les globules rouges étaient un peu curieux. Ils étaient infectés par un parasite qui s'installait, c'est les maladies du sommeil sud-américaines. Et leur paillasse était infestée de punaises. Il fera la relation et il découvre la maladie de Chagas, qui est la première cause de mortalité en Amérique du Sud entre 15 et 40 ans, à une époque où on ne meurt pas en dehors des accidents. Et il y a la trypanosomase africaine, la mouche tsetse, et celle-là, ne dormez jamais en Amazonie dans des cabanes avec des paillotes en toit de paille. C'est une grosse punaise, une réduvite qui se laisse tomber sur le dormeur, qui perfore. En plus, elle a un gros rostre et vous colle ce parasite qui pose vraiment de gros problèmes. Et puis enfin, ils ne sont plus que chez l'humain. Ça, c'est la syphilis, le sida, la varicelle, la rubéole. Ça, c'est des maladies plus que chez l'humain aujourd'hui. L'humain s'est contaminé à une époque d'animaux sauvages ou d'animaux domestiques, du chien. C'est pas recommandé de dormir avec son chien ni avec son chat, encore moins d'avoir un rat dans le corsage. On découvre plein de maladies à la pitié en ce moment de comportement avec les new pets. Et ça, c'est pas très bon. Ils ne sont pas faits pour être là. Donc vous pouvez l'avoir à côté, l'adorer, votre petit chien, votre petit chat, mais il n'est pas fait pour dormir dans votre lit. Il y a plein de cas de pathologie qui passent comme ça. Puis voilà, ça c'est toutes les maladies, on pourrait en parler pendant des heures, toutes les maladies nouvellement apparues. Ça, hantavirus, c'est un problème en Nouvelle-Aquitaine. C'est transmis par l'urine des rongeurs, un petit campagnol. On a un cas d'une petite fille, elle est simplement allée chercher du bois dans le jardin. Et en ramassant ce bois, elle a inhalé une urine de petit campagnol. Elle est morte en quelques heures. Elle s'est noyée dans ses poumons. En fait, elle a fait de l'eau et de la fait d'eau et de la fait de l'eau. Et ça, c'est des épidémies qui sont liées à des floraisons. Par exemple, le kiaï, un bambou. Et quand ce bambou fleurit, il crée la prolifération du petit mammifère. Et là, on voit, les pics de hantavirus qui se développent à ce moment-là. Donc, travailler sur l'ensemble de l'écosystème pour qu'on puisse avancer. Voilà, je termine. L'intérêt du vivant par rapport à nous.
Le vivant, il innove tout le temps depuis la nuit des temps. Il innove pour tous, y compris pour les gilets jaunes, ce que nous on ne fait pas toujours. Ce vivant, il fait tout avec une énorme économie d'énergie. Rendez-vous compte, une libellule. Vous savez, je suis un amoureux des libellules avec mon copain Thierry Marx. La libellule, elle vole à presque 100 km/h avec 2 watts. 2 watts. 300 images à la seconde. Nous, on en voit 25, 24, 25. Elle voit 360 degrés. Tous les deux, là, on ne voit pas derrière notre tête. Elle voit derrière sa tête. 9 techniques de vol. Des capteurs de vol incroyables. Avec un capteur de libellule, le vol Rio-Paris ne serait pas abîmé dans l'océan. Les sons de Pitron, je vais vous rappeler quand il est rentré le pilote dans le nuage qu'il n'aurait pas dû faire, mais toujours est-il qu'avec un capteur de libellule, ça marche très bien, elle encaisse, tenez-vous bien, 30 G en accélération. J'ai un copain pilote de Rafale, il me dit à 5-6 G, je suis out. J'ai tous les neurones qui vont de l'autre côté. Vous savez, il y a des manèges qui tournent comme ça à Bordeaux, ils vous disent, allez, vous payez 10 €, vous vomissez votre 4 heures, et on vous laisse centrifuger à 4 G. Elle prend 30 G, donc je dis, mais... Quand je raconte ça, j'avais un copain pilote, avant-hier soir, on discutait, mais il était fou, le type, il dit, mais comment elle fait? Alors justement, au lieu de mettre des pesticides dans les mares et de faire des parkings par-dessus, allons voir comment fait notre libellule. Et ça marche depuis 300 millions d'années. C'est ça, en fait, dans l'arrogance et l'imprévoyance de l'humain, ce qui se produit aujourd'hui, plein de solutions basées sur le vivant. Le vivant ne produit jamais une substance qui va l'auto-empoisonner. Il fait des poisons horribles. Une amanite phalloïde, l'antholome livide, un petit champignon ici, il vous foudroie. C'est clair, mais le vivant sait les dégrader. Quand le produit est travaillé par la faune ou la flore du sol, il se dégrade. Alors que nous, on a des pesticides, on en a 50 000 là, qui ne vont jamais être dégradés. Le drame du chlordécone à la Martinique. Un cycle avec 6 atomes de chlore. Jamais le chimiste qui a inventé ça, ça va être très bien. Ce n'est pas dégradable par le vivant. Pour gagner 5 centimes sur le prix du kilo de banane. Et on a empoisonné les sols de Martinique pour 2 siècles. Résultat, ils n'ont pas voulu se faire vacciner récemment. Là. Quand est-ce qu'on va retrouver de la mesure dans nos réflexions, dans ce qu'on fait, et puis ce qu'est cet humain? Donc c'est là-dedans qu'il faut qu'on change. Hein. Et le vivant fait plein de déchets, toujours avec un acheteur. Moi, j'ai des vaches dans ma réserve dans les Pyrénées. Et mes vaches, je les garde parce que j'ai 64 scarabées que je perds si je n'ai pas de vaches. Donc je m'engueule avec les écolos. Pas de vaches dans une réserve naturelle. Écoutez, je garde mes vaches, mais pas traitées au vermifuge, on est bien d'accord. Hein. Mes vaches dans ma forêt, elles me gardent 64 espèces de scarabées. Le Sisyphus chez Ferry, c'est une pure merveille. Sans vaches, il n'y en a plus. Donc une déprise agricole peut être synonyme aussi de perte de vivant. Vous voyez que c'est plus subtil que les oppositions qu'on faisait tout à l'heure, hein, dès le départ. Et puis le vivant travaille avec, dans les conditions ambiantes, un coin d'océan, 10 degrés, un coin de forêt. Et il travaille avec des éléments simples, hein, carbone, oxygène, azote, hydrogène, et des fifrelins de trucs rares, mais des fifrelins, un poil de sélénium. Alors que nous, on fait des frénésies d'usage de palladium, d'ytterbium, de trucs qu'on a pu trouver, hein, parce qu'ils sont des terres rares. Donc voilà, et ça va être ma conclusion. Stopper l'économie actuelle stupide et suicidaire, j'ai pesé mes mots, hein, depuis 10 ans, je les laisse là, qui consiste à permettre du profit en détruisant ou surexploitant la nature. C'est jouable. Mais je terminerai en vous disant que si le vivant est toujours là, c'est parce qu'il s'est adapté. Et il s'est adapté parce qu'il a toujours accepté de changer. On ne change toujours pas. Alors changeons ensemble. Merci.